parler de transplantation et de cholangite sclérosante primitive. Donc je ne reviens pas sur les préliminaires. Ce que vous avez compris, c'est que la cholangite sclérosante primitive, c'est une maladie hépatique qui est très particulière. Et quand on s'intéresse à la transplantation, on se rend compte que les malades vont être transplantés pour des raisons un tout petit peu différentes de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de la cirrhose alcoolique en France. Ils peuvent être transplantés pour cirrhose décompensée, ils peuvent être transplantés pour CHC, mais ils peuvent être transplantés pour tout un tas de raisons, et on verra que c'est même très très souvent. Des situations qu'on appelle des exceptions au MELD, comme par exemple les angiocolites à répétition, le prurite réfractaire, l'ictère prolongé isolé, et le cholangiocarcinome dans des indications qui sont évidemment extrêmement sélectionnées. En plus, vous savez qu'on fait la transplantation avec une anastomose bilio-biliaire, mais dans le cas de la cholangite sclérosante, très souvent, on est obligé de faire une anastomose bilio-digestive, ce qui peut avoir un impact. Et on verra que ça a un impact. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les chiffres de la transplantation en France, actuellement, il faut retenir qu'on fait à peu près 1300 transplantations hépatiques, donc adultes-enfants, on fait un peu moins d'une centaine d'enfants par an. Et quand on regarde les indications, donc comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous le savez, la première indication, c'est la cirrhose alcoolique avec ou sans CHC. Et vous voyez que la cholangite sclérosante, qui est identifiée dans le thésaurus de l'Agence de la biomédecine, c'est à peu près 4% des cas. Il faut rajouter, comme je vous ai dit, quelques CHC et quelques cholangiocarcinomes. Donc, on peut admettre qu'en France, ça représente environ 5% des indications, donc une indication qui est quand même relativement rare. Alors, ce n'est pas le cas partout. Vous savez qu'il y a des endroits où il y a une incidence, une prévalence de la CSP qui est beaucoup plus importante, en particulier en Scandinavie. Et en Scandinavie, ça, pendant longtemps, ça a été la première indication de transplantation. Pourquoi je vous présente aujourd'hui ce sujet? Parce que j'ai eu le plaisir d'encadrer pour son sujet de thèse Florian Vert. C'est celui qui est à gauche. L'autre, je l'ai encadré aussi, il me semble, quand il était interne. Bon, bref. Donc là, c'était une remise de prix à l'EASL. Donc Florian, pour son travail de thèse, a fait un tour de France dans tous les centres de greffe pour récupérer tous les malades transplantés pour CSP depuis toujours. Donc ça donne ça, donc 571 patients, je crois qu'il m'en veut toujours. Vous voyez que globalement, le nombre de transplantations a augmenté, mais le nombre de transplantations hors CSP a augmenté aussi, donc ce n'est pas forcément significatif, mais vous voyez que c'est une indication persistante, donc à presque 600 malades. Alors, il n'y a rien d'étonnant, évidemment, on a plutôt transplanté des hommes. Vous voyez qu'à l'inscription, ils avaient 42 ans, donc comme Sarah vous l'a dit, on fait le diagnostic aux alentours de 40 ans. Donc on peut penser que ceux qu'on a transplantés, ils ont été diagnostiqués plutôt plus jeunes. Vous voyez le délai médian entre le diagnostic de la CSP et la greffe, donc 80 mois, donc c'est relativement long. Et vous voyez que les complications de la cholangite, c'est un peu ce que je vous avais annoncé. Certes, ça peut être des complications de la cirrhose, mais c'est plutôt des angiocolites récidivantes et le prurite. Je reviendrai après sur le cholangiocarcinome. Les malades étaient censés avoir une cirrhose à l'inscription dans 60% des cas, mais on verra qu'on se trompait. Et vous voyez que les malades avaient un MELD médian relativement bas. Forcément, ils ne sont pas greffés pour insuffisance hépatique, ils sont greffés pour d'autres complications, et donc ils ont un MELD plutôt bas par rapport aux autres indications. Alors, ils ont une MICI, comme vous savez, dans à peu près 2/3 des cas. Alors là, c'est un peu plus de 50%, presque 60%. Normalement, ils devraient avoir beaucoup plus de RCH que de Crohn, et vous voyez que ce n'est pas le cas. C'est pas moitié-moitié, mais c'est pas aussi caricatural que hors population transplantée. Et il y en a un certain nombre qui ont été opérés du côlon avant, soit pour la MICI elle-même, soit pour une complication carcinologique. Quand on regarde le traitement de la MICI à la transplantation ou à l'inscription, on se rend compte qu'en fait, alors, certes, il s'agit de malades qui sont anciens pour une partie, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de malades récents. Vous voyez qu'ils n'ont pas des traitements de dingue de la MICI. Il n'y a pas beaucoup d'anti-TNF, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'ils ont une maladie inflammatoire qui n'est pas, heureusement, le centre du problème, et que donc c'est plutôt le problème hépatique qui est au devant de la scène. Alors, les néoplasies biliaires, c'est un point qui est, vous allez voir qu'on va traîner ça jusqu'à la fin. Les néoplasies biliaires, effectivement, c'est un gros problème. D'abord, il y a un certain nombre de malades qui ont été transplantés avec un cholangiocarcinome connu.
en général traité, qu'on pense éventuellement guéri, et parfois il est guéri sur l'explant, mais surtout, on voit un certain nombre de cholangiocarcinomes incidentaux. Donc vous savez que c'est un gros problème de faire le diagnostic de cholangiocarcinome. Parfois, on a une forte suspicion et on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et quand on fait la transplantation, on se rend compte qu'il y a un cholangiocarcinome sur l'explant. Vous voyez que ça représente à peu près 5% des cas. Inversement, il y a très peu, vous voyez, de carcinome hépatosévère. Il y en a, mais très peu. Les néoplasies coliques, juste pour dire qu'il y a quand même un certain nombre de malades qui sont transplantés alors qu'ils ont un antécédent de cancer colorectal invasif qui a donc été opéré, en général avec un certain recul, avant la transplantation. Pour la chirurgie, il n'y a pas grand-chose à dire à part ce que je vous annonçais, c'est-à-dire l'anastomose hépatico-jéjunale. Il y a quand même un quart des malades qui ont une anastomose bilio-biliaire qu'on peut faire en fait quand la voie biliaire principale est relativement indemne de lésions inflammatoires et qu'on peut faire l'anastomose dans de bonnes conditions. Mais malgré tout, ça représente une minorité de malades. Alors, qu'est-ce qui se passe après la transplantation? Donc, ce que Florian a regardé par exemple dans le travail français ou en général, on s'est attaché à différentes choses, principalement la récidive de la maladie initiale, parce que vous savez que toutes les maladies auto-immunes récidivent après la greffe, donc la cholangite sclérosante aussi, et puis on s'est intéressé à la survie du greffon, la survie du patient, l'impact de la récidive de la cholangite sclérosante, évidemment. Alors, pour le diagnostic de la cholangite sclérosante primitive post-greffe, on utilise les critères de la Mayo, qui n'ont rien d'extraordinaire. En fait, tout ce qui est le plus important, c'est d'éliminer une autre cause de cholangite sclérosante. Par exemple, caricaturalement, s'il y a une thrombose de l'artère, il y a une cholangite ischémique, on ne peut pas admettre que c'est une récidive de la cholangite sclérosante primitive. Mais parfois, ce n'est pas toujours très simple d'être certain que c'est une récidive. Il ne faut pas que ce soit évidemment trop précoce. En général, on fait le diagnostic à l'IRM plutôt qu'à la biopsie, comme vous imaginez bien. Alors, quand on regarde les traitements immunosuppresseurs, donc là aussi, ça reflète, désolé pour les petits couacs de transfert, ça reflète en fait l'immunosuppression habituelle, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de malades récents, il y a beaucoup de tacrolimus, il y a beaucoup de Cellcept. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de malades qui ont des corticoïdes et qui restent sous corticoïdes. Alors, ils peuvent rester sous corticoïdes pour plein de raisons. D'abord, ils peuvent avoir une MICI, mais on a pendant longtemps imaginé que pour prévenir la récidive des maladies auto-immunes après greffe, il fallait, par exemple l'hépatite auto-immune ou la CSP, on pouvait laisser une petite dose de corticoïdes et que ça pouvait avoir un impact et ce n'était pas très compliqué. Dans le même ordre d'idée, vous voyez qu'il y a quand même un quart des malades qui avaient de la UDC préventif, donc prescrit tout de suite après la transplantation. C'est assez rigolo parce que, comme j'ai fait la même chose pour la CBP, en fait, en France, il y avait très peu de centres qui donnaient de la UDC pour les malades greffés pour CBP, alors qu'on sait que la UDC marche. Mais par contre, il y en a beaucoup plus qui le donnaient, moi le premier, dans le cas de transplantation pour CSP. Et puis, il y a un certain nombre de malades, évidemment, à qui on a mis de la UDC après, en particulier pour la récidive. Pour l'évolution de l'amitié après la transplantation, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un certain nombre de malades qui font une MICI après la transplantation. Alors, soit elle a pu passer inaperçue avant, soit elle s'est vraiment révélée après la greffe, sous immunosuppresseur, ce qui est assez rigolo. Donc ça existe. Et puis, il y a un certain nombre de malades qui font des formes graves et qui peuvent nécessiter même un traitement chirurgical après la greffe. Je ne commente pas les traitements, mais vous voyez qu'il apparaît quand même là un peu plus, par exemple, d'anti-TNF. Le point qu'on a abordé juste avant, et qui est très important, c'est donc la question de la coloscopie de dépistage. Donc on savait qu'on faisait mal, mais pas à ce point-là. Florian a regardé, donc tous les malades qui ont une MICI auraient dû avoir une colo tous les ans, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et vous voyez que le taux de coloscopie par année de suivi, c'était 0,29, donc 1 sur 3. Donc il y en a 2 tiers qui font pas ou qui n'ont pas eu la coloscopie comme ils auraient dû l'avoir. Alors, la récidive de la CSP sur le greffon, donc je vous ai dit, ça peut être un diagnostic difficile quand il y a des événements intercurrents et éventuellement d'autres causes qu'on peut suspecter.
Bien sûr que ça dépend comment on la recherche. C'est-à-dire que si on a un malade qui va bien, à qui on fait jamais d'IRM, jamais de biopsie, peut-être qu'on va en trouver moins que si on fait des IRM systématiques ou des biopsies systématiques. Ce qu'on sait, c'est que c'est probablement fréquent, voire très fréquent. Ça dépend aussi de la durée de suivi. Ensuite, ce qui est important et ce qu'on a essayé de retrouver, c'est des facteurs associés, en particulier des facteurs qu'on pourrait modifier. On sait que la récidive peut évoluer et occasionner la perte du greffon, voire même de plusieurs greffons, puisqu'il y a des malades qui sont greffés, regreffés, re-regreffés, voire même 4 fois. Et puis la question de l'impact sur la survie patient. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont étudié, ou de grosses cohortes qui ont étudié la récidive. En fait, ça dépend essentiellement de la longueur du suivi. Et ça varie de pas grand-chose à un malade sur 2. Et puis, les facteurs qui avaient déjà été identifiés, c'est l'existence d'une MICI, les antécédents de rejet, l'âge jeune, les infections ACMV, et la question du traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire est-ce qu'il faut favoriser un immunosuppresseur ou un autre. Vous savez que, par exemple, le tacrolimus a un gros impact pour la récidive de la CBP, en plus de la UDC. Donc, on a essayé de regarder ces questions-là. Donc, vous voyez qu'on a un gros suivi, donc c'est ce qui fait bien sûr la force de l'étude, le nombre, mais le suivi aussi. Et vous voyez qu'à presque 25 ans, il y a la moitié des malades qui a récidivé. Donc, on peut dire que c'est quand même très fréquent. Quand on regarde pourquoi on a fait le diagnostic de récidive, dans quelques cas, il y a des symptômes, en particulier angiocolite et prurite, mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de symptômes, et c'est en général parce qu'il y a un bilan biologique perturbé. On fait une IRM et on voit qu'il y a un aspect de cholangite, et en l'absence d'autres causes, on admet que c'est une récidive. Donc ça, c'est la situation la plus fréquente. Nous, dans notre étude, ce qu'on a trouvé, c'est que les facteurs de récidive en analyse multivariée, c'était l'âge jeune. Ça avait déjà été démontré par quasiment toutes les études. La MICI aussi. Par contre, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que les corticoïdes favorisaient la récidive. Alors, on a tourné ça un peu dans tous les sens. C'est indépendant de la MICI. Donc, le fait d'avoir des corticoïdes favorise. Vous voyez que les hazard ratios sont autour de 1,60, 1,50, donc 50% de chances de plus d'avoir une récidive. Le type d'anastomose biliaire, dans notre expérience, n'avait pas d'impact. Le traitement à UDC n'avait pas non plus d'impact sur la récidive. Alors ça, c'est la représentation graphique des différents facteurs. On peut prendre différents cut-off d'âge au milieu. C'est pas très important, mais vous voyez que quand on a le mauvais facteur, on peut avoir à peu près 75% de chance ou de probabilité de récidive. Et ce qu'on a fait, on a mis ensemble, ce qu'on discutait un peu ce matin, je ne sais pas si Christophe est toujours là, on a mis ensemble les différents facteurs, et on voit que quand il y a 0 facteur, 1, 2 ou 3, ça permet de faire des super jolies courbes de Kaplan-Meier et de mieux appréhender le risque de récidive. Alors pour finir la survie, c'est là où ça va se gâter. Donc on a fait la survie des malades à gauche, on a fait la survie du greffon. On a choisi de faire ce qu'on ne fait pas habituellement en transplantation, on a choisi de faire une vraie survie de greffon. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la survie de greffon habituelle, c'est-à-dire qu'un malade qui meurt d'un infarctus, on considère que le greffon est mort. Ce qui est un peu vrai, mais en fait c'est faux. Donc on a considéré que quand un malade mourait mais avec un greffon fonctionnel, le greffon était censuré le jour du décès. Ce qui fait que, alors qu'habituellement la survie du greffon est inférieure à la survie du malade, forcément, puisqu'il y a les retransplantations, là, elle est à peu près identique. Et pour faire simple, la survie malade-greffon, elle est de 90% à 5 ans, 80% à 10 ans et 60% à 20 ans. Il reste encore quand même quelques malades. Alors, on a séparé, en regardant, et puis parce qu'on avait vu quelques malades, on a séparé 3 phases. On a considéré la phase précoce de la greffe, c'est-à-dire le premier mois, parce que le premier mois, en fait, il n'y a rien de particulier à la cholangite sclérosante. Les malades, ils meurent de complications de la greffe, de complications chirurgicales, de non-fonction primaire, d'hémorragie. Bon, ça, il n'y a rien d'intéressant. La deuxième phase, c'est jusqu'à la 2e année. Et là, on voit que quasiment toute la mortalité est liée soit au sepsis, ce qui est aussi habituel pour la greffe, mais surtout à des cancers et surtout à la récidive de cholangiocarcinome. Tous ceux d'entre vous qui ont
côtoyé un malade qui a été greffé, à qui on a diagnostiqué un cholangiocarcinome sur l'explant, savent qu'ils ne le voient plus. Il y a un cas de récidive de cancer colorectal et puis un ou deux autres cancers. Mais beaucoup, donc les 2 premières années, un énorme poids de la récidive du cholangiocarcinome. Et quand on va au-delà de 2 ans, alors on a encore quelques cholangiocarcinomes qui n'étaient pas décédés dans les 2 premières années, qui sont décédés un peu plus tard. Et puis on voit émerger des cancers colorectaux. Donc ça confirme que, vous savez, en transplantation, il y a 2 maladies qui donnent énormément de cancer après la greffe. La cirrhose alcoolique, vous savez pourquoi, et la cholangite sclérosante. Et le sur-risque est équivalent entre ces 2 maladies-là, donc c'est dire le poids des cancers. Et puis ce qui apparaît aussi à ce moment-là, c'est des décès liés probablement à la récidive de la cholangite sur le greffon, des épisodes d'angiocolite, de cirrhose biliaire secondaire, etc. Alors ça, c'est la survie des patients, et les facteurs pronostiques, c'est de nouveau l'âge. À droite, c'est l'anastomose biliodigestive, donc qui a un impact. Donc je vous disais, c'est 3/4 des malades qui ont une anastomose biliodigestive, c'est un facteur de risque de mortalité. Et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est l'acide urso qui a un impact quand on le donne à forte dose. Alors pourquoi on le donne à forte dose, je ne sais pas trop. Mais quand on regarde les malades qui ont reçu de la UDC à plus de 20 mg par kilo, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il y avait eu une étude américaine qui avait montré qu'il y avait un surrisque de mortalité. Et donc on voit qu'effectivement, il y a un impact sur la survie des patients. Si on regarde la survie des greffons, de nouveau, il y a l'âge, même si c'est encore une fois de la vraie survie de greffon. Hein. Il y a les antécédents de rejet qui avaient déjà été rapportés, et puis il y a la récidive. Vous voyez que c'est un impact majeur. En haut, à droite, c'est la survie du greffon en considérant la récidive à n'importe quel moment de survenue, et en bas, c'est en considérant la récidive comme une variable dépendante du temps. Donc on gomme toute la période avant la récidive, ce qui fait que ça a un impact majeur. Vous voyez qu'en fait, on tombe quand même en dessous de 20% de survie à 20 ans. Bien sûr, les malades sont retransplantés puisqu'ils ne meurent pas. Alors, les conclusions que je vous propose, cette étude, c'était une étude de grande ampleur, parce qu'il y a quasiment presque 600 malades, une des plus grosses disponibles, basée sur des données individuelles. Donc on a certainement pu voir des choses que d'autres études, par exemple le registre américain ou l'étude des Anglais ou des Allemands, n'avaient pas vu parce que c'était des études de registre. Donc avant de récupérer la UDC ou des trucs comme ça, c'est de bonne heure dans les registres. Donc vous avez vu que la récidive, elle est très très fréquente, donc on va dire 50% à 25 ans, sachant qu'on greffe des malades de 40 ans. Les facteurs indépendants de récidive, c'est donc l'âge, on peut mettre le cutoff où on veut, la MICI, la corticothérapie d'entretien, qu'on doit donc à mon avis plus proposer, il n'y a pas de raison, sauf s'il y a une autre indication, hein, bien sûr. Pas d'impact de l'anastomose biliaire, pas d'impact de la UDC. La survie du greffon, elle est très fortement impactée par la récidive, mais elle n'impacte pas la survie des malades parce que il y a comme je vous l'ai dit, un très grand recours à la retransplantation, voire la retransplantation, voire la retransplantation. Le rôle délétère de la UDC à forte dose sur la survie des malades, même si on ne comprend pas bien pourquoi. L'impact négatif de l'anastomose biliodigestive, donc même si bien sûr que les chirurgiens font toujours le maximum, mais il faut probablement considérer que ce n'est pas un dogme de faire une anastomose biliodigestive parce qu'on greffe une CSP. Si on peut faire une anastomose biliaire anatomique, c'est quand même mieux. Ensuite, donc dans une population de patients qui sont greffés jeunes, on va dire, un peu plus de 40 ans, très jeunes, la survie, on peut considérer qu'elle est bonne quand on regarde d'autres indications de greffe, mais en fait, elle est quand même pas si bonne que ça. Et les principales causes de décès, comme vous avez bien compris, c'est les cancers, le cholangioca, donc ça c'est un problème avant la greffe, il faudrait arriver à diagnostiquer le cholangioca avant la greffe, et on n'est pas très fort, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et puis dans le post-greffe, alors là on peut faire des progrès, on peut mieux faire les coloscopies de dépistage
probablement pour dépister des cancers précoces et que les malades n'aient pas à décéder de ce genre de complications. Même si vous avez vu qu'il y a d'autres types de cancers, en particulier il y a beaucoup de lymphomes, plus que dans la population générale de greffés. Mais faisons déjà un effort sur les coloscopies, ça serait pas mal. Je vous remercie pour votre attention.